tous, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vais être presque aussi court que madame Lalonde, étant donné que mon ami Emmanuel Leroy m'a largement coupé l'herbe sous le pied en parlant de la russophobie et de ses causes et raisons géopolitiques. Mon sujet étant non pas exactement la russophobie, mais la diabolisation de la Russie. Mais ça revient à peu près bien. De toute façon, merci de m'avoir épargné du travail. Alors, je ne vais pas répondre à Madame Lalonde, qui nous a dit des choses extrêmement intéressantes. Je voudrais faire une ou deux, en préambule, une ou deux réflexions d'ordre sémantique. Je pense, mais ça c'est un point de vue très très personnel, que nous ne devons pas confondre le pays légal et le pays réel. Ça c'est aussi pour répondre à M. Cognot. C'est-à-dire l'Europe réelle de l'Europe légale, et que l'Union européenne, dans sa forme actuelle, n'est pas forcément l'Europe. Ça, je pense que ce sont des points sur lesquels il faut s'appuyer. Si nous devons, mais ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas empiéter sur votre propos, si nous devions repenser les relations, ce que vous proposez est bon, et vraiment j'y adhère de tout cœur et de toute mon âme, il est bon d'avancer. Il est bon d'avancer, mais peut-on aboutir si on ne repense pas nous-mêmes l'Europe sur peut-être d'autres bases? Alors de ce point de vue, je voudrais faire une seconde et très courte remarque d'ordre sémantique. Il y a des mots qui reviennent, mais qui sont aussi des mots sur lesquels on peut se tromper, comme monde unipolaire et multipolaire, ou monde multilatéral. Le multilatéral, que j'ai bien entendu dans le discours de M. Macron à l'Assemblée générale des Nations Unies, le multilatéralisme peut constituer un piège pour les souverainetés. Dès lors que si vous entrez dans une structure multilatérale, vous n'êtes plus libre. L'Union européenne est une structure multilatérale qui ressemble assez à l'ancienne Union soviétique, en ce sens qu'on peut y entrer, mais qu'on ne peut plus en sortir. Nombre de politiques, vous le savez, au Parlement ont dit que c'était irréversible. On voit bien les difficultés que connaît la Grande-Bretagne avec ses velléités, je dis bien ses velléités, ou sa volonté d'opérer ce qu'on appelle aujourd'hui un Brexit. Donc M. Trump, à contrario, soutient et défend un bilatéralisme. Et le bilatéralisme permet effectivement de défendre des intérêts précis, des intérêts, on peut les qualifier de nationaux, de nationalitaires, ou d'intérêts privés pour un pays, alors que le multilatéralisme vous ligote. Il vous oblige d'une certaine façon, dès lors qu'on met le doigt dans l'engrenage multilatéral, je viens de le dire, je le répète, en sortir présente un certain nombre de difficultés. Attention à ce piège des mots, je serais plutôt personnellement, en tant qu'eurosceptique, bilatéraliste, et je me méfierais des structures multilatérales qui sont fort utiles, des organes de concertation, mais doivent-ils être des organes de décision et des organes contraignants? C'est une autre question. Bon. Revenons au sujet de ce colloque qui était la nouvelle émergence de la Russie. Alors je vais tout de suite me poser une question, mais sachant que mon propos va être une introduction à celui de Dimitri Kochko, puisque je vais essayer de traiter en quelques mots non pas de la russophobie exactement, mais de la diabolisation de la Russie, qui est un phénomène qui doit retenir notre attention. Alors, la nouvelle émergence de la Russie, je pose la question au préalable, est-elle résistible ou irrésistible? Alors, les deux sans doute à la fois. Irrésistible en raison de la supériorité technique que la Russie montre, acquiert dans un certain nombre de domaines, notamment militaires. Alors, je vais citer pour les militaires qui sont ici les vecteurs hypervéloces, c'est-à-dire les missiles hypersoniques, la défense antiaérienne grâce à ces fameux systèmes S-400 Triomphe et autres, il y a d'autres versions, également les torpilles à cavitation qui se déplacent à plus de 400 km/h. 2 ou 3 torpilles à cavitation peuvent couler un porte-avions américain, et c'est toute la suprématie navale, la domination, la maîtrise des mers des États-Unis repose sur ces fameux porte-avions qui
pourrait être supériorité qui pourrait être mise en plus par ces fameuses torpilles de cavitation qui sont en circulation déjà depuis le début du siècle. Également, surtout, maintenant on sait des capacités de brouillage électronique qui sont apparemment révolutionnaires. Il y a eu des épisodes sur la mer Caspienne, sur la mer Noire, surtout sur la mer Noire, qui laissent à penser qu'il y a un fossé technique qui s'est creusé de ce point de vue. Donc la Russie a fait preuve dans l'affaire syrienne au Levant d'une indéniable capacité de projection de force qui lui a permis d'intervenir et de se replacer, de se resituer, de revenir sur la scène proche-orientale et participer de façon décisive à la restauration de l'État syrien, une restauration qui n'allait pas de soi. Résistible, je dis irrésistible, cette nouvelle émergence de la Russie, résistible aussi parce que la Russie, géant politique et militaire, est un nain économique. Mme Valérie Dubourg nous l'a fort bien expliqué, enfin au moins certaines des raisons, l'absence de souveraineté monétaire expliquant aussi cette résistible restauration d'une certaine souveraineté d'ordre économique. Un nain économique, je rappellerai aussi, je ne sais pas où en est le PIB de la Russie, mais il est certainement aujourd'hui encore inférieur à celui d'Italie. 1650 milliards. Voilà. Mais en nominal, en parité de pouvoir. Non, M. Berg va nous expliquer, le professeur Berg va nous expliquer tout ça très bien tout à l'heure. Je vous en remercie. Non, bien sûr, tout se discute, mais je suis forcé en un quart d'heure, parce que je suis très discipliné, hein, pas comme tout le monde. Je suis très discipliné, je suis forcément schématique et vous me le pardonnerez. Et puis, donc dans l'économie en partie dépendant des cours de l'or noir. Actuellement, les cours remontent légèrement, frémissent, mais tout ça est assez précaire. Et surtout, l'objet d'une diabolisation que je peux qualifier de dévastatrice et qui se traduit par diverses sanctions à caractère financier, politique, diplomatique, et qui obère le développement de la Russie, même si ces sanctions, ce blocus a des effets politiques, on l'a vu, comme pour stimuler l'agriculture, certains secteurs, une certaine autonomisation. Le 1er juin dernier, je vais citer un de vos collègues, M. Miard, Christian Van Est, ancien député, publiait une tribune intitulée « Pourquoi la Russie est-elle présentée comme l'ennemi prioritaire ?» Alors, c'est la question des questions. Notre ami Emmanuel Leroy y a répondu en partie pour des raisons géopolitiques. C'était ma conclusion, je perds une partie de mon exposé. L'ennemi prioritaire, c'est une bonne question. Il faut savoir aussi par qui et pourquoi elle est présentée comme l'ennemi prioritaire. Alors, elle l'est, mais pas pour tout le monde. Elle l'est pour cette fiction, je reviens aussi aux fictions. L'Union européenne n'est pas l'Europe, et cette fiction qu'on nomme la communauté internationale. Qu'est-ce que la communauté internationale, qui est en fait un club de puissance? À la limite, on pourrait presque réduire ce club de puissance au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est très peu chaud, c'est très peu de gens, mais on parle toujours de la communauté internationale qui, dans certains cas, parle d'une seule voix. Le Conseil de sécurité ne parle pas d'une seule voix relativement à la Russie, mais on a un petit club. C'est 3, 5 plus 1, parce que je rajoute l'Allemagne. Non, c'est pas 5. C'est 4 plus 1 avec l'Allemagne, donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. On voit, il suffit d'observer qui est à la manœuvre dans ces cas. Alors, l'explication qui est donnée, et je n'irai pas tellement au-delà, parce que ça serait entrer dans les... là il faudrait faire un véritable séminaire digne du Collège de France pour approfondir les raisons de la diabolisation qui remontent assez loin dans l'histoire, et pas seulement dans l'histoire des 2 derniers siècles, avec la doctrine Monroe, qui ne parlait pas de la Russie, la doctrine Monroe, au contraire, mais qui parlait de l'Atlantique Nord, et puis les théories de Mackinder déjà évoquées. Donc, on allègue l'immixtion
c'est le mot qui est utilisé, l'immixtion de la Russie dans les élections présidentielles américaines, l'annexion évidemment de la Crimée, et ces ingérences, je dis l'annexion, je reprends le vocabulaire, je ne porte pas de jugement personnel. Et je ne vais pas dire retour de la Crimée, et ces ingérences supposées en Ukraine dans le conflit de la République séparatiste du Donbass, et en opposition donc, avec le pouvoir central de Kiev. Monsieur Leroy, nous attendons de nous parler du Donbass la prochaine fois, ça sera passionnant. Donc je me contenterai de ces causes qui sont des causes primaires, mais qui sont apparemment suffisantes. Les autres devant nous, on est pour me répéter, devant nous, on est trop loin. Alors au-delà des procès d'intention, il y a toujours des procès d'intention, même avec des projections, on accuse toujours l'autre de ce dont on se rend soi-même coupable. Je vous renvoie pas coupable à cet archétype de la philosophie politique, de la guerre politique, qui est la femme, le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine. Tout y est. Vous avez toutes les relations internationales qui sont comprises en quelques vers. Disons aujourd'hui que dans cette relation du fort au faible, il faut bien penser que la communauté internationale, représentée par un groupe de puissance ou de superpuissance, parce que la Chine est quand même adossée, la Russie est adossée à la Chine populaire, que celui, aujourd'hui, de force est celui qui maîtrise ou à domestiquer, les opinions publiques du monde post-industriel. Nous sommes dans un monde post-industriel, puisque l'atelier du monde se situe au Pakistan, en Inde, en Chine, par le truchement des empires médiatiques qui sont acquis à sa cause, et qu'en général, les forts financent. Les forts, ce sont les oligarchies, les États profonds. Je ne sais pas s'il y a plusieurs États profonds, mais en tout cas, il y en a au moins aux États-Unis. Je ne vais pas vous définir l'État profond, vous devez savoir de quoi il s'agit. Ainsi, celui qui possède la possibilité et les moyens de formater et de manipuler la psychologie des foules a lui-même une capacité proportionnelle pour neutraliser les foules, les neutraliser, obtenir leur consentement à toutes les aventures politiques militaires où voudraient s'engager d'hyperclasse mondiale. Obtenir leur consentement. J'ai dit voudraient s'engager, je n'ai pas dit qu'ils s'engagent à tout coup, mais il y a une très très puissante préparation du terrain psychologique. Il s'agit de neutraliser, il ne s'agit pas que les opinions publiques commencent à râler. Le président Nixon avait bien dit lui-même que la guerre du Vietnam avait été perdue dans les journaux américains. Il avait raison, il avait bien vu. D'où, en 2003, dans la guerre, il y avait les fameux journalistes embedded, c'est-à-dire incorporés, il ne faut pas traduire embedded, incorporés, qui étaient là, qui étaient bien encadrés et qui disaient, qui regardaient, là où on leur disait regardez, mais par ailleurs on se moquait de l'Union soviétique. Pour nous résumer sur ce point, les guerres modernes, on sait, ont pour préalable et pour préambule obligé, une préparation du terrain psychologique, tant chez l'agresseur lui-même que chez le futur agressé, dont il faut affaiblir les défenses morales. Un peuple démoralisé est un peuple qui ne se défend plus. On l'a bien vu, donc j'écrivais lors de la guerre de 2003 contre le régime bassiste. Alors, pour passer de la théorie à la pratique, ce qui est intéressant, je vais prendre un exemple, un cas concret, pour mettre en évidence les mécanismes de cette diabolisation. Et puis Dimitri Trochko, lui, va détailler plus avant, parce que c'est un spécialiste de la presse, et donc ça ne fera pas de emploi. Prenons ici, tout le monde a encore frais en mémoire l'affaire Skripal, qui, le 4 mars dernier, un ancien colonel du service de renseignement de l'armée russe, le fameux GRU, il était dans les années 90, vous voyez, supérieur, et qui était aussi un agent double, Sergei Skripal, donc 66 ans, et sa fille Yulia, 33 ans, sont retrouvés inconscients dans un centre commercial à Salisbury, au sud de l'Angleterre. Le 12 mars, donc là on est 4 mars, le 12 mars, le Premier ministre britannique Theresa May présente comme, je cite, très probable que Moscou soit responsable. Moscou. En premier lieu, parce que la substance utilisée, qui est de qualité militaire, est d'un type produit par la Russie. On découvrira un peu plus tard en fait, que la substance incriminée, le Novichok,
est un agent énervant, soit une arme chimique redoutable, née dans le contexte de la guerre froide, mais en fait n'est plus produit par la Russie et depuis longtemps plutôt sur le territoire de l'Europe de l'Ouest. Donc ça, passons les détails. De toute façon, peu importe la véracité exacte des faits, il suffit qu'un Premier ministre les énonce pour qu'ils deviennent vérité d'évangile. En substance, je le rappelle, déjà. Bon, à bride abattue, je termine sur le Novichok et puis il n'y aura pas de conclusion. Déjà, ça passe vite, un quart d'heure. Je rappelle en outre que cette substance n'a pas déterminé la mort de la cible, ni sa fille. Le 14 mars, Londres juge la Russie coupable et en représailles expulse 23 diplomates soviétiques sur les 59 présents au Royaume-Uni, gèle les contacts à Moscou, annonce qu'aucun membre de la famille royale et du gouvernement ne sera présent à la Coupe du Monde de football en Russie, qui se tenait du 14 au 15 juillet. Passons sur les réactions du ministère des Affaires étrangères russe, toujours mesurées et prudentes. Ah, pas mal. Le 15 mars, vous voyez, là on a le club des 5, Londres, Paris, Berlin et Washington, estime dans une déclaration commune que la responsabilité russe est la seule explication possible. Le 16 mars, Londres juge extrêmement probable que le président russe ait lui-même ordonné l'empoisonnement. Alors pourquoi, et je conclus, pourquoi cette affaire Skripal elle intervient juste à la veille des élections présidentielles russes, comme par hasard. Et puis, on s'aperçoit, si on regarde bien, puisqu'on parlait de l'Union européenne, que depuis au moins 2 ans, déjà en avril 2016, les députés français avaient adopté une résolution 3585 invitant le gouvernement à ne pas renouveler les mesures restrictives des sanctions économiques imposées par l'Union européenne à la Russie. Et le 2 août 2017, c'est mon dernier mot, au nom de l'unité nationale, le président des États-Unis signait à contre-cœur une loi, en clair en la désapprouvant à mi-mot et même en la désavouant, destinée à renforcer les sanctions visant la Russie, toujours au motif de son immixtion alléguée au nom de l'Union. Mais il y a des propos sans ambiguïté. En limitant la marge de manœuvre de l'exécutif, cette loi entrave la capacité des États-Unis à conclure de bons accords pour le peuple américain. Je n'en dirai pas plus, mais il signe la loi quand même au nom de l'unité du peuple américain. Voilà, je vous remercie.